Maintenant, nous pouvons passer, si vous le voulez, à la discussion. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions ou des choses à ajouter? Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Je n'ai rien vu concernant la Dordogne. Je m'occupe d'un musée où nous avons un certain nombre de sarcophages à l'abandon. Donc c'est peut-être aussi un appel, si vous avez des envies, s'il y a des étudiants auprès de vous, qu'ils viennent nous voir, ça sera avec grand plaisir. J'ai le micro, oui. Je réponds avec juste un grand merci parce qu'évidemment, on n'a pas toujours connaissance de ça, bien qu'on se connaisse entre collègues, mais merci beaucoup. Puis le corpus, vous savez, que nous faisons, que nous relançons en ce moment en France grâce à toute cette équipe, évidemment l'intention de couvrir l'ensemble du territoire, mais nous ne connaissons que peu de choses, donc nous sommes ravis vraiment d'avoir des appels, j'allais dire, à la collaboration qui sont tout à fait bienvenus. Merci. Alors moi j'en aurais une, ou peut-être un petit point de vue différent sur le sarcophage, Fabrice, que tu présentes avec des ferronneries. Moi, il me semble qu'il faut le présenter d'abord comme un sarcophage qui illustre une croix, qui utilise un décor de ferronnerie, mais pas comme un décor de ferronnerie tout seul. Voilà. Oui, non, effectivement. Là, j'interviens dans la dimension technique et dans le geste et puis dans la transposition des matériaux. Mais effectivement, il s'agit d'une croix. D'accord. Et en plus, on l'a. Bon, mais on peut aussi penser qu'on puisse avoir des ferrures en forme de croix sur des cercueils en bois. Oui. Donc on transpose vraiment le bois et le fer dans la pierre. Ensuite, au niveau de la symbolique ou de l'image qui est transposée, ça c'est une autre question. D'accord. Je suis sculpteur. J'ai vécu 20 ans à Carrare. Je voulais savoir si vous étiez allé sur place, si vous aviez vu les différentes carrières, parce que nous, on ne parle pas de blanc de Carrare, on parle de statuaire, on parle de Calacata, c'est-à-dire que chaque marbre extrait de Carrare porte le nom de sa carrière. Et depuis la nuit des temps, je veux dire. Donc je voulais savoir si vous étiez allé sur place là-bas. Voilà. Merci. Je suis allée à Carrare, mais plutôt, dans les carrières de Carrare, mais plutôt en tant que visiteuse. Mais les géologues avec lesquels je travaille, eux, ont pratiqué ces carrières. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une série d'échantillons qui sont conservés au laboratoire, notamment des monuments historiques, qui ensuite servent de référence pour préciser nos identifications. Mais j'ai vu les frontages, j'ai vu les différences, et même là j'étais à Cône-Minervois, c'est comme les carrières de Cône-Minervois, j'y étais il y a 4 jours, 5 jours, on voit les carrières du roi ou autres, on voit parfaitement les différences de veines, de veinage, etc., qui posent évidemment des problèmes ensuite d'identification. Parlez bien dans le Là, micro. on vous entend. L'Institut du marbre de Carrare, qui est très important, qui a aussi beaucoup d'archives, mais surtout, si vous voulez, c'est au niveau des classifications, parce que vous avez, ça va de 1 à D, à E, donc ils sont très très différents, tous les marbres, selon la carrière, justement. Voilà. Tout à fait. Et nous, on parle de rouge de Perse, on parle de blanc statuaire, on parle de vert de Véronèse. Enfin, on a des Minervois, le rouge des Pyrénées. Enfin. Je pense que Lise Leroux va vous répondre plus spécifiquement parce qu'elle connaît. Non, mais là, nous nous sommes intéressés particulièrement au marbre blanc. Oui, mais c'est ce que j'ai vu. Et on n'a pas parlé du paros, et le paros, c'est quand même extrêmement important dans le marbre blanc. Mais il n'est pas utilisé, ce sont les marbres qui sont utilisés dans le matériel que nous avons recueilli, les sculptures que nous avons recueillies, mais on n'exclut pas le reste. La plupart des statues ont été faites dans le paros. Emmanuel Boub, qui travaille sur l'Aquitaine, sur les villas, a répertorié des marbres différents de couleurs. C'est marrant parce que c'est le paros qui est le plus utilisé en principe pour la statuaire. Je parle de la statuaire, pas du... Parce que c'est fragile, donc pas pour les monuments. Mais pas pour nos époques, malheureusement. Merci. L'été ou pas juste, mais c'est une très bonne question, hein, effectivement, et notamment celle de la distinction à l'intérieur de Carrare, évidemment, des différentes carrières. Mais je pense que Lise peut compléter rapidement.
Non, je peux y aller. Bon. Alors, on va faire un petit point récapitulatif pour répondre en partie à Madame et peut-être apporter des précisions. Effectivement, les marbres blancs de Carrare, ce sont des marbres qui ont été depuis très longtemps, hein, c'est des études qui ont commencé dans les années 70, qui ont été très très analysées d'un point de vue géochimique, puisqu'on parle d'analyses isotopiques qui vont permettre de déterminer leur provenance, dans le cadre de l'étude de la sculpture antique. Les marbres de Carrare ont été étudiés comme tous les marbres utilisés dans la sculpture et de mise en œuvre un peu plus générale que la sculpture, hein, architecturale aussi, à l'Antiquité. Les géologues qui ont fait ce travail depuis les années 70 et qui continuent à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire qui continuent à travailler sur ce sujet particulier de l'identification de la provenance des marbres blancs, sont allés dans les carrières et ont prélevé des centaines d'échantillons dans l'ensemble de ces carrières. Et dans le bassin de Carrare en particulier, dans les 3 vallées qui constituent le bassin de Carrare, l'ensemble des carrières qui étaient accessibles a été prélevé dans les différentes natures de variétés de marbre, que ce soit Calacata, que ce soit les bleus fleuris, ou des choses qui sont très en bordure et pas forcément utilisées pour le statuaire, mais qui vont être utilisées pour le dallage, pour des pièces plus architecturales. Des bases de données ont été constituées, et ce sont ces bases de données qui sont constituées, qui servent aujourd'hui de référentiel pour continuer à faire des analyses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire une analyse de marbre blanc, un petit prélèvement, comme vous l'avez vu, Anne-Bénédicte l'a montré, un tout petit prélèvement qui est fait sur un objet, une œuvre d'art, il va être analysé avec différentes méthodes, et en particulier avec ces méthodes d'analyse isotopique du carbone et de l'oxygène. Et ces résultats d'analyse vont être comparés avec les résultats acquis depuis les années 70 par l'ensemble des équipes de géologues et d'historiens d'art et d'archéologues qui travaillent sur ce sujet. Voilà. Est-ce que j'ai amené suffisamment de précision ? Oui, je crois. Oui, vous pouvez. Bonjour, Fanny Monique, Musée d'Archéologie nationale. J'étais très intéressée par votre intervention sur les décors des sarcophages, aussi bien sûr sur les matériaux, mais en fait je rebondis sur votre intervention parce qu'en fait actuellement avec Anne-Laure Goron, on fait restaurer un sarcophage que vous devez connaître, celui de Saint-Sanson de la Roque, du Man. Et du coup, c'est vrai que tout ce que vous avez dit sur les graffitis éclaire vraiment très différemment cette œuvre-là. Il y a plusieurs mains aussi dessus. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi un peu si ce sont éventuellement des proches du défunt qui décorent comme ça Et est-ce que on peut s'imaginer que le choix d'iconographie, du coup, est influencé par tout ça? Parce que c'est vrai que Saint-Sanson de la Roque, c'est une scène de chasse. Enfin voilà, ça me fait beaucoup réfléchir. C'est une demi-question, vous voyez, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur tout ça? Non, c'est pas une demi-question, c'est une question très importante. Ben non, je peux pas vous en dire plus. Effectivement, il y a plusieurs mains, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a une succession, il y a tout un ensemble de graffitis, on constate des petites différences lorsqu'il y a des symboles identiques qui sont gravés un peu différemment. En même temps, quand on grave des choses un peu rapidement, est-ce qu'on fait toujours et véritablement les mêmes dents de loup ou le même entrelac. Enfin bon, c'est vrai que sur le cas d'Auxerre que j'ai présenté, on a envie d'y voir les personnes qui étaient autour du défunt au moment de l'inhumation et qui auraient laissé un message au défunt, mais ça on peut pas. Enfin, c'est difficile à prouver. On n'a aucun texte qui nous parlerait de la façon dont l'inhumation se déroule, de même que l'idée qu'on puisse déposer le défunt dans le sarcophage avant de le descendre dans la fosse. Voilà, c'est une idée qui mérite d'être encore un peu creusée, si je peux dire, parce qu'on a un peu tendance à penser que le sarcophage est très lourd, donc on ne va pas prendre juste 2-3 personnes pour le descendre. Mais de toute façon, avec ou sans le défunt, il faut un appareil au-dessus de la fosse, une chèvre, une grue, pour pouvoir descendre le sarcophage. Donc je ne sais pas.
Mais c'est un point vraiment très, très important et qui mérite réflexion, tout comme le problème des décors et du sens et de ce qui est signifiant dans le décor. C'est signifiant pour eux et pas forcément pour nous. Je vous remercie beaucoup. Et puis, du coup, on va bientôt retourner le couvercle. Et donc, j'ai bien noté qu'il faudra bien regarder derrière. Voilà, il faut retourner le sarcophage dans tous les sens. Enfin, c'est pas toujours facile, mais il peut y avoir des graffitis cachés.